Donc, on va parler des entrepôts de données de la recherche. Et donc, l'objectif de cette formation, ça va être, dans un premier temps, de revoir un petit peu brièvement les enjeux du dépôt des données de la recherche et être capable d'identifier les 10 entrepôts au travers différents types d'entrepôts. Et dans un second temps, une fois qu'on les aura bien identifiés, être capable de sélectionner l'entrepôt qui est le plus approprié à son usage et de comprendre au travers des divers fonctionnements et surtout des divers critères de sélection dans l'entrepôt, lequel pourrait être le plus à même de nous correspondre. Voilà, je ne vais pas choisir un entrepôt pour vous, mais je vais vous montrer comment choisir au mieux un entrepôt et comment se faire accompagner au mieux dans le choix d'un entrepôt de données. Ainsi, donc, dans un premier temps, on attaque par les entrepôts de données, contexte et enjeu, et nature, rôle et titre. C'est parti. Donc, bon, les données de la recherche, je pense que vous savez déjà ce que c'est, mais un bref rappel ici au travers de la définition de l'OCDE. Donc, ce sont les enregistrements factuels hein, qui sont utilisés comme source principale et jugés comme nécessaires pour valider les résultats d'une recherche. Donc, c'est des données qui mettent en visibilité les produits de la science. Et donc, c'est l'expertise du chercheur qui va venir jouer un rôle important pour déterminer ce qui est le jugé comme nécessaire pour valider les résultats de la recherche, hein. C'est le chercheur qui sera le plus à même de définir qu'est-ce qui valide le résultat de sa recherche ou pas. Donc les données, elles ont plusieurs supports, plusieurs formats, hein, vous le savez, plusieurs types. On a les données textuelles, numériques, de l'imagerie, de l'audio, de la vidéo, le code aussi également, hein. Le code source et le logiciel, ça rentre, enfin c'est différent, mais ça fait partie, c'est un traitement similaire, très similaire. Les données ont une origine qui est selon bah, si vous réutilisez des données ou pas, hein. Donc si vous réutilisez des jeux de données déjà existants, on parlera enfin, si vous n'utilisez pas, pardon, de données déjà existantes, eh bien, on parlera de données produites ou collectées. Si vous en réutilisez et que vous en créez de nouveau à partir de ces données-là, donc ces données qui sont réutilisées, donc on va appeler des données dérivées. Et enfin, si vous prenez des jeux de données qui existent et que vous refaites votre étude dessus sans en créer de nouvelles, là, ça sera des données compilées. Bon, là, c'est pour l'origine des données. C'est pas forcément très important à retenir, mais c'est de la terminologie. Ensuite, il y a la nature des données. Donc, la nature des données, elle, par contre, on va parler de données brutes. Donc, on aura des données qu'on aura directement tirées de notre source, euh, donc données collectées ou produites. Les données traitées, donc c'est celles qui ont été préparées pour l'analyse. Et enfin, les données analysées, donc on subit une analyse et qui vont aboutir aux résultats de recherche. C'est celles-ci qui vont nous intéresser, parce que dans la plupart des cas, c'est pas une généralité absolue, mais dans la grande majorité des cas, c'est celles-ci qu'on va déposer sur un entrepôt de données à titre d'info, hein, ne seront pas considérés comme des données, tout ce qui va être publication, communication, data paper également, hein, c'est autre chose totalement. Les carnets de labo, les PGD, tout ça, c'est pas des données qu'on va déposer sur des entrepôts, ni des documents administratifs, hein. Donc voilà, par données de recherche, on entend ici le matériel sur lequel on s'appuie pour valider les résultats de recherche. Les données, vous le savez, elles ont un cycle de vie, hein. Donc on a un cycle de vie généralement schématisé en 7 étapes qui part de la planification jusqu'à la réutilisation extérieure, oui, bon, qui suit quoi. Au travers de ces 7 grandes étapes, en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans l'architecture d'un plan de gestion de données, c'est-à-dire on va se questionner sur chaque étape pour savoir quels outils, quelles ressources on va utiliser pour gérer chaque étape. Donc pour la planifier, pour la collecte, pour le traitement, l'analyse, à quels acteurs on fait appel, à quels outils on fait appel également pour traiter nos données. Et donc l'entrepôt, lui, il va venir jouer un rôle important en partie 5 et en partie 6 du cycle de vie de la gestion des données, au moment où il va falloir choisir un endroit où déposer ces données qui ont été traitées et analysées, donc en amont de la réutilisation, pour le partage des données. Et donc, l'entrepôt va venir jouer un rôle d'outil d'ouverture des données afin de parfaire leur gestion et surtout de se prémunir contre la perte des données, hein. Parce que le principal enjeu de la valorisation des données de la recherche, en fait, eh bien, c'est de se prémunir contre la crise de de la reproductibilité, excusez-moi, euh, je pense que vous en avez déjà entendu parler, surtout si vous avez déjà suivi les webinaires précédents. Il y a ce très bon article qui bon, a bientôt 10 ans, mais qui est toujours très très pertinent de la revue Nature, qui donc mettait en exergue les problèmes, les causes et les conséquences de la crise de la reproducibilité. Et donc, on voyait bien que en cause de la perte des données, on trouvait bien sûr des causes évidentes comme l'obsolescence matérielle ou logicielle, mais également des causes tout à fait humaines, comme bah, lieu de stockage indéfini ou support trop faible choisi, vous voyez, un vieux disque dur ou quoi que ce soit, et puis on n'a pas de nommé, ou mauvais nommage des fichiers, etc. Donc par conséquent, on se retrouvait avec des données qui sont bah, totalement perdues ou non identifiables, difficilement interprétables. On perd de l'argent
sur les fonds, parce que la recherche est financée sur fonds publics, et également on perd du temps à reproduire les données pour les re-analyser par derrière. On ne peut pas vérifier ni faire de comparaison dans le temps et l'espace parce que les données, ben, on n'arrive plus à les retrouver ou les interpréter, et donc pas de réutilisation possible. Ainsi donc, pour lutter contre cette crise de la reproductibilité, je vais y arriver, il est primordial de s'assurer qu'on a des données qui soient rendues réutilisables. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé les principes FAIR. Bon, encore une fois, pareil, si vous avez suivi les webinaires, vous savez ce que c'est les principes FAIR, je passe très vite là-dessus, on va perdre plus de temps. Et sinon, il y a un très bon webinaire par nos services, justement, d'introduction à la science ouverte qui détaille bien précisément ce que sont les principes FAIR. Et donc, l'objectif de ces principes, eh bien, c'est de développer des automatismes pour l'exécution de chacun d'entre eux de manière à ce que les données de la recherche, elles soient tant bien interprétables par un scientifique, une personne humaine, que par un programme, un logiciel, un catalogue de recherche, etc. Ainsi, l'entrepôt, il doit idéalement coller à ces principes pour rendre les données plus faciles à trouver, plus accessibles, plus interopérables, plus réutilisables. Donc, pourquoi on dépose des données? Vous l'aurez compris, ben, c'est pour assurer la préservation des données dans un environnement sécurisé, pour favoriser donc le partage et la réutilisation, et surtout pour gagner en citation, gagner en crédit en tant qu'auteur, parce que si on dépose des données de qualité, des données qui sont facilement identifiables et citables, eh bien, on gagne en notoriété et surtout, on gagne en visibilité sur notre jeu de données. Alors, où déposer? C'est une question, mais surtout, quand? À quel moment vous allez utiliser un entrepôt? Parce qu'on parle de stockage, c'est un bien grand mot, mais il faut savoir que le stockage, on le définit généralement en trois temps. Il y a ce qu'on va appeler la sauvegarde durant le projet. Donc là, ça va être à l'échelle généralement locale, donc sur un serveur institutionnalisé, sur un espace de travail collaboratif. Ça peut être des fois, ça peut être un GitLab par exemple, une instance. Ça va concerner le chercheur ou l'équipe de recherche. Mais ça va être purement local et ça va être pendant la phase de collecte, traitement, analyse. Dans un second temps, on va trouver la sauvegarde pour le partage, c'est ça qui va nous intéresser parce que c'est là où l'entrepôt va intervenir. Et puis, il y a l'archivage pérenne et là, par contre, on parle d'un stockage en fin de projet, c'est-à-dire sur le long terme. Donc, on part au-delà de 10 ans et on parle d'archivage pérenne parce que ça va jusqu'à 30 ans et après, on peut pousser au-delà, mais il faut savoir que quand on entend archivage, on entend support derrière, c'est-à-dire qu'il faut assurer la migration des formats. Si jamais les formats deviennent obsolètes, il faut veiller à ce que les formats soient changés pour être toujours interprétables. Et donc, ça a des coûts, parce que ce sont des personnes qu'on engage pour opérer ces changements. Et donc, l'archivage a un coût. La sauvegarde pour le partage, dans le meilleur des cas, et dans la plus grande généralité des cas, c'est gratuit. Et donc ça, c'est une grosse différence notable. Et donc, ne pas confondre sauvegarde pour le partage et archivage pérenne. C'est pas la même chose, ça n'intervient pas au même moment. Donc voilà, l'entrepôt, vous l'aurez compris, c'est un service public en ligne qui permet le partage des jeux de données. Donc, au travers de l'entrepôt, on va déposer, décrire et définir les règles de conservation pour pouvoir retrouver facilement et pour pouvoir diffuser facilement nos données. Alors, je vous ai évoqué en tout début de ce webinaire, là, il y a plusieurs types d'entrepôts. Alors, la recherche française, il faut savoir, vous le verrez partout, dans le cadre de la recherche française, il est recommandé de choisir un entrepôt disciplinaire ou institutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un entrepôt disciplinaire, c'est un entrepôt qu'on va dire thématique, donc qui correspond à votre thématique de recherche, à votre discipline de recherche. Donc, il y en existe des milliers. Bon, je ne vais pas tous les lister, je vous en mets trois ici. Euh, les plus connus en plus, par exemple en SHS, voilà, vous avez Nakala, Cyanoe pour tout ce qui va être sciences marines, pour tout ce qui va être sciences de la Terre et environnement, il y a Pangaea, et j'en passe plein, hein, encore là. Il y en a plein d'autres alternatives, ce ne sont pas les seuls entrepôts pour ces disciplines-là, mais il y en a pléthore. Il y a les entrepôts institutionnels. Ça, c'est si vous appartenez à une grande institution de recherche, par exemple, certains peuvent bénéficier de leur propre instance, leur propre entrepôt dédié, donc pour leur personnel. Auquel cas, vous serez peut-être obligé, enfin, dans l'obligation, ou ça sera peut-être préférable, ou plus judicieux, de choisir de vous tourner vers votre entrepôt institutionnel. L'idée, voilà, vous en trouvez plein ici. On a pour Data Sciences Po, ce sont les instances Dataverse, hein, Data Indores pour le CNRS, écologie et environnement, et d'autres espaces institutionnels, donc des instances en fait qui vont être créées sur des entrepôts plus grands, mais spécialement dédiés à un laboratoire, une institution, quoi que ce soit, parce que ça a été décidé comme ça, c'est la politique de l'établissement.
Et enfin, le troisième type d'entrepôt, c'est la solution un petit peu roue de secours, mais toujours très pertinente, c'est ce qu'on va appeler les entrepôts généralistes. C'est-à-dire qu'un entrepôt qui prend toutes les thématiques, toutes les institutions, peu importe, elle est là pour valoriser les données et donc pas de découpage, quoi. On va toujours chercher, faire une recherche plus précise, voilà, lors de recherche de jeux de données, mais l'entrepôt généraliste, lui, va accueillir tous les jeux de données. Donc, je vous ai mis ici deux exemples, la solution souveraine française Recharge DataGo et une solution très connue également, qui a longtemps été recommandée, Zenodo, qui est un entrepôt mixte parce qu'il accepte également les publications. Bon, ça c'est un détail. La recherche française recommande l'utilisation d'un entrepôt disciplinaire, donc thématique. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si vous déposez dans un entrepôt où les membres de votre communauté scientifique se rendent régulièrement, en fait, ben, ils vont être à même de voir vos données, surtout ben, ça va être les personnes les plus à même de les comprendre, parce que c'est également leur discipline, et donc ça vous offrir un potentiel de réutilisation et de visualisation incroyable, et beau, vraiment décuplé. Comment être sûr de bien choisir? C'est une très bonne question. Parce que des entrepôts spécifiques, comme je vous l'ai évoqué vite fait là, peuvent être suggérés, voire imposés par votre revue, le journal dans lequel vous publiez. Ça peut arriver. On y reviendra un peu plus en détail en fin de webinaire. Mais également, le financeur du projet, par exemple, peut vous dire, ben non, ça sera dans tel entrepôt que vous déposez, ou le consortium hein, peut le faire également, ou même votre institution. Bon, il n'y a pas de problème avec ça. L'idée, c'est que le chercheur, s'il ne sait pas où déposer, eh il pourra toujours se référer à la politique de son établissement, si elle existe, si elle a été définie, ou s'il fait partie d'un projet, à son plan de gestion de données. Parce que dans le plan de gestion de données, que je vous ai détaillé, qui correspond au cycle de vie de la donnée, eh bien, il y a la partie donc, où on va parler de partage et de valorisation, où il y aura les entrepôts. Et donc, dedans, on va définir quel entrepôt on utilise. Si le chercheur débarque sur le projet, il est rattaché un peu plus tard, tout ça, et il ne sait pas où il faut déposer, hop, il regarde le PGD, hop, ah oui, c'est stipulé, on y va. Du coup, on trouve l'entrepôt idéal comme ça. J'espère que c'est pas trop nébuleux. Ici, quelques rappels, du coup. Avant le dépôt, on vérifie toujours que ces données soient communicables, donc un accord à les principes faire, hein, si possible. Donc on veut, oh, pardon, je suis revenu en arrière. On veut des données qui soient toujours aussi ouvertes que possible et aussi fermées que nécessaire. Donc des données qui ont été traitées, anonymisées, pseudonymisées si c'est le cas, enfin, de données sensibles, et des données qui soient qui offrent un potentiel de réutilisation, quoi, et voilà, qui ne sont pas des données brutes. Et ensuite, est-ce qu'il existe un entrepôt approprié? Eh bien là, on fait le petit cheminement que l'on voit ici sur le logigramme, mais également que je vous ai montré juste avant. Donc, on privilégie un entrepôt disciplinaire, donc thématique, ou institutionnel si on en possède, pour plus de visibilité auprès de votre communauté. Et si vous n'en avez pas, vous vous tournez vers un entrepôt généraliste qui offre également plein de critères et de possibilités que l'on va voir en second temps de ce webinaire. Alors, parmi tous ces entrepôts, maintenant qu'on a bien vu les différents types, il va falloir où les trouver. Donc, il existe, comme son voilà, l'indique, des annuaires spécialement dédiés aux entrepôts des données de la recherche, et donc qui vont vous aider à trouver les entrepôts qui existent, parce que il y en a des milliers, comme je l'ai évoqué, et donc vous n'avez pas forcément tout ça en tête, et donc vous ne pouvez pas forcément les trouver facilement. Donc, on a des annuaires qui sont multidisciplinaires, donc qui, pour toutes les disciplines, vont recenser les entrepôts existants. Généralement, c'est assez pertinent. Refree Data, Retro Data, si vous voulez le dire en français, qui est un très bon entrepôt disciplinaire avec des milliers de références, et vous pouvez faire une recherche par facette et vraiment trouver un entrepôt pointu avec plein de critères différents. L'Open Access Directory également. Il y a des annuaires spécialisés si vous voulez directement partir sur une thématique précise. Donc, en biomédecine, en sciences de la vie, par exemple, vous aurez FairSharing. FairSharing qui est également une plateforme très pertinente, j'en reparle juste après, pour trouver des ressources type vocabulaire contrôlé, thésaurus, lexique, tout ça. Ben, on en reparle juste après. Le NIH Data Sharing Repository, donc pour la biomédecine, Catopidor qui recense les entrepôts de données français et également plein d'autres ressources françaises pour l'accompagnement sur les données de la recherche. Et enfin, un point intéressant sur lequel je vais revenir aussi juste après, c'est les entrepôts certifiés. Alors les entrepôts certifiés, c'est des entrepôts qui donc ont rempli une grille et qui l'ont soumise à un jury sur laquelle ils reconnaissent proposer tel ou tel service, en fait, un certain nombre d'exigences qu'on va appeler, euh,
qui font de cet entrepôt un entrepôt de confiance, c'est-à-dire qu'il va assurer une certaine pérennité dans sa structure, un certain service de qualité en fait, pour garantir la pérennité des données. Là, je vous ai mis le Core 3 Seal, mais on va en voir d'autres. Et juste à côté, la petite icône qui est juste ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en gros, je vais y revenir également, c'est une liste qui a été faite par le Collège des données de la recherche, et donc qui recense plus de 52 entrepôts actuellement jugés de confiance, et vous décrit exactement pourquoi ce sont des entrepôts de confiance pour déposer ces données. Les certifications d'entrepôt. Je vous détaille maintenant. La certification donc, repose sur l'évaluation, l'auto-évaluation avec la conformité d'un certain nombre de critères. Je vous mets trois types de certification ici. Les critères dont on parle, on appelle les critères Trust. Dans ces critères qui vont jouer sur la transparence des services proposés, un certain respect des normes et pratiques envers la communauté cible, donc c'est très axé user-friendly. On garantit la durabilité de la structure. Donc voilà, on ne dit pas qu'on dépose vos données et dans 5 ans, l'entrepôt est disparu, donc du coup, toutes vos données sont disparues. Non, là, du coup, c'est un entrepôt certifié, donc vous êtes garanti que l'entrepôt va rester encore et encore. Bien sûr, un accès sécurisé, garantir la sécurité de l'accès aux données, c'est très important. Et bien sûr, répondre aux principes FAIR, donc attribuer des identifiants pérennes, tout un tas de critères qu'on va voir là juste après. Différents entrepôts, enfin différents niveaux de certification. Je vous détaille ici. Donc, la première, vous l'avez vu dans la dépôt d'avant et vous le voyez encore ici, c'est le Core Trust Seal, une certification qui est valable 3 ans et qui est basée sur 16 critères, 16 exigences. Je vous les avais pas ici, hein, pour aller voir directement. Si vous allez sur le site de Core Trust Seal, justement, le site recense déjà ces exigences, mais également tous les entrepôts qui sont du coup qui bénéficient du macaron Core Trust Seal, qui sont donc certifiés entrepôts de confiance Core Trust Seal. Il y a un deuxième niveau de certification européen qui est le Nestor Seal. Donc là, ça a duré indéterminée et c'est basé sur, si je ne dis pas de bêtises, sur 34 critères. Voilà, 34 critères, donc un petit peu différents de ceux du Core Seal, mais voilà, c'est en fonction de vos goûts et préférences. Et enfin, il y a la certification formelle ISO 16363 qui, elle, par contre, est basée sur plus de 100 critères, qui est très high level. Et bon, très peu d'entrepôts sont certifiés parce que le processus de validation, là, ça passe devant un jury, un comité qui va vraiment juger de la bonne conformité. Donc là, ils ont vraiment poussé le chapeau hyper loin, mais dans l'idée, c'est pour obtenir un niveau de certification vraiment au plus haut niveau à l'échelle européenne. On parle des critères, je vous les ai évoqués. Quand on choisit un entrepôt, donc, bah, voilà, on choisit parce que bon, on l'a à disposition, c'est notre entrepôt thématique, institutionnel, quoi que ce soit. Mais si on veut aller chercher dans un entrepôt, dans un annuaire d'entrepôt, euh, notre entrepôt, eh bien, celui qui nous correspondra, on va se dire, bah oui, j'en veux un qui fasse telle chose, telle chose. Et donc, il y a quand même des choses à privilégier, des petits critères de sélection, ce qu'on va appeler. Je vous en ai listé quelques-uns. Ici, sur la droite, vous avez une ressource tirée de Doranum pour la recherche de l'entrepôt de données en SHS. Bon, c'est très pertinent dans les autres disciplines, hein, également. C'est le genre de questions qu'on peut se poser, en fait, quand on recherche un entrepôt. Je vous en ai listé à gauche, justement, pour vous montrer ce qui est quand même très pertinent à sélectionner quand on prend un entrepôt. Parce que tout d'abord, vérifier que l'entrepôt vous fournisse un identifiant pérenne. Donc bon, un identifiant pérenne, je pense que vous savez ce que c'est, mais en fait, comme son nom l'indique, c'est un lien qui ne va pas bouger, qui ne va, dont c'est pas comme une URL qui peut changer, prendre des slash, quoi que ce soit. Là, c'est un lien qui ne va pas bouger, en fait, et qui pointera toujours, quoi qu'il arrive, tant qu'il est actif, sur votre jeu de données. Peu importe où vous le mettez, il n'y aura pas de modification, pas d'altération. La possibilité de remplir des champs disciplinaires, ça peut être très utile pour gagner en visibilité, on va y revenir. Bon, une garantie d'assurance de pérennité des données. Voilà. Ce qui peut vous influencer dans le choix de l'entrepôt, c'est bien sûr voilà, la volumétrie, le type de données acceptées également. Est-ce qu'on peut personnaliser et définir des droits, choisir, avoir une traçabilité, genre un carnet de bord pour savoir qui est venu consulter le jeu de données ou au contraire bloquer un temps déterminé l'accès, donc ce qu'on appelle un embargo aux données. Également, quel type de modération peut être offert, proposé sur l'entrepôt? On va y revenir également, vous allez voir. Et plein d'autres.
Fonctionnalité type, hein, voilà, métadonnées disciplinaires, vous voyez, ajout d'embargo, création, génération de trames de data paper. Ici, je vous ai mis c'est des exemples que vous trouvez sur l'entrepôt généraliste Recherche DataGouv. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, les entrepôts généralistes, c'est une solution de secours, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est une mauvaise solution. C'est une solution, au contraire, des entrepôts tels que Recherche DataGouv ont justement mis l'accent sur les fonctionnalités pour faciliter et favoriser quand même l'usage au cas où des entrepôts généralistes et pas en dégoûter les chercheurs, quoi. Je reviens en détail sur donc certains critères que j'ai détaillés. Premièrement, les standards de métadonnées. Donc, ce qu'on va appeler un standard, c'est un ensemble d'éléments descriptifs en fait et précis pour améliorer le signalement des ressources. Donc, c'est ce que vous voyez un peu à droite en fait. Vous allez aller sur un entrepôt de données, et il va vous dire voici telle métadonnée que vous pouvez choisir, remplir pour apporter plus de détails sur votre jeu de données. En règle générale, le chercheur ne choisit pas hein, son standard de métadonnées. Il peut influencer sa recherche en disant oui, je veux par exemple que vous voyez ici, j'ai mis quelques exemples, marque l'IPTC par exemple ou le Dublin Core soit le standard que je recherche. Mais en règle générale, quand vous sélectionnez un entrepôt, vous ne pouvez pas le changer, donc vous faites avec celui qu'il y a. Là où ça va être intéressant, ça va être d'ajouter par la suite des vocabulaires contrôlés ou même un fichier README, voilà, je l'ai mis à la fin, mais c'est pas grave. Euh, un fichier README qui va compléter justement où vous allez ajouter tous les détails en fait que vous n'avez pas pu ajouter dans vos champs de métadonnées pour justement enrichir la visualisation et l'interprétation, la réinterprétation de votre jeu de données. On accompagne les standards de métadonnées de vocabulaire contrôlé. Et donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on retrouve notamment sur Fair Sharing, mais également sur ListText Lothaire, où on va retrouver tout un tas de terminologies très précises et des mots-clés, en fait, qui vont favoriser la recherche et l'apparition dans les résultats de recherche dans les annuaires de données et dans les catalogues. Également, vous le trouverez également aussi sur le Digital Curation Center, très pratique pour trouver tout un tas de ressources, notamment voilà, standards et vocabulaire contrôlé. J'espère que j'ai été assez clair jusqu'à là. Donc, je ne vous ai pas trop perdu dans tous ces détails. L'idée avec tous les standards et les vocabulaires, c'est de gagner en visibilité. Vous l'aurez compris. Et donc, pour gagner en visibilité, ben, vous êtes à même de vous poser cette question, vais-je réellement gagner en visibilité si j'utilise un entrepôt? Eh bien, la réponse est oui, en fait, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut jouer de plusieurs biais. Vous voyez, là, ici, c'est un jeu de données qui a été déposé fin avril. Bon, alors, ne faites pas gaffe ah oui, à la date qui est marquée juste ici, hein. Ça, c'est la date depuis laquelle l'outil de métrique est en service sur le web, donc depuis 2020. Mais ce n'est pas la date de dépôt du jeu de données. Et on voit que en un mois et demi, il a pris 159 consultations, 69 téléchargements. Bon, c'est modeste, mais c'est quand même très bien. L'idée pour influencer ces consultations et ces téléchargements et le potentiel de citation, eh bien, c'est de lier voilà, vos identifiants chercheurs si vous en avez. Généralement, vous en avez. Hein, voilà, donc, leur KID ID, l'idéal, l'IDREF, tout ça, vous liez le maximum d'identifiants comme ça. Ben, déjà, ça se référence dans chacune des bases de données et donc vos articles sont un peu plus citables et vos données plus accessibles. Grâce aux identifiants pérennes, bien sûr, hein, mettre un identifiant pérenne, ben, c'est garantir l'accès à ces données. Donc voilà, au moins, bah, tout le monde ira le voir et on aura plus de statistiques de consultation et de téléchargement. Et également grâce au data paper. Donc le data paper, vous savez peut-être déjà ce que c'est, et vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait un outil c'est sur Recherche DataGo, et, il y a la possibilité de générer une trame de data paper à partir des métadonnées qu'on a rentrées. Donc après, vous avez juste à rentrer l'abstract de l'article. Euh, mais en gros, le data paper, en fait, c'est un article scientifique. Enfin, la différence d'un article scientifique, c'est qu'il n'est pas soumis à relecture par les pairs. Il va juste mettre en valeur le potentiel de réutilisation et la qualité d'un jeu de données en fait, que vous avez mis. Donc, si vous avez mis des données, vous trouvez qu'elles sont super bien traitées, tout ça, que vous les avez bien renseignées, vous avez mis des belles métadonnées, tout ça, et bien, vous valorisez votre jeu de données grâce à un data paper. Donc, vous dites, regardez ces données, voilà, c'est ce qu'on voit, le résultat de cette étude, machin, c'est un petit article sur la totalité de l'étude, mais ça a un potentiel de réutilisation et de visibilité exponentielle, parce que, comme vous pouvez le voir ici, là, c'est une étude récente, fin mai, chez nos confrères de AgroParisTech, qui ont montré qu'en médiane, voilà, quand on analyse un petit peu l'impact des data papers, avec un data paper, eh bien, on gagne plus de 150 téléchargements. Là, dans leur cas précis, ça a été plus de 150 téléchargements d'un article avec data paper, alors qu'avant les data papers, ben, c'était 5. Voilà. Vous voyez, donc on a quand même une montée exponentielle dès qu'on se met à valoriser vos données, enfin ces données en fait, grâce à un article dédié.
Si, l'article est très intéressant, hein, si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis le lien. Donc voilà, un identifiant pérenne, un DOI, justement, pour accéder à cet article que je vous recommande chaudement. Un autre critère qui peut influencer le choix d'un entrepôt, c'est ce qu'on a appelé. Ah, alors là, l'animation a sauté, j'en suis navré, mais bon. C'est ce qu'on appelle la curation, donc c'est un gage de qualité. Ça existe sur des entrepôts type Nakala, Recherche DataGouv. Et donc, c'est la relecture de vos données par un expert avant la publication. Donc, le chercheur dépose ses données sur l'entrepôt. À ce moment-là, le curateur qui est désigné par l'entrepôt déjà derrière l'instance sur laquelle a été déposé le jeu de données va être notifié. Et donc, il va soumettre ce qu'on appelle une grille de curation, une grille de relecture euh, au chercheur. Donc, globalement, c'est une grille, je vais vous le montrer, elles sont ici. Voilà, pour Recherche DataGo à gauche, vous les avez. Ce sont c'est une grille qui va dire, voilà, oui, là, telle métadonnée est bien renseignée, oui, non, oui, non. C'est aussi simple que ça. Et donc, l'expert va vous dire si il serait préférable, si vous détenez l'information, de renseigner telle ou telle information, tel champ de métadonnées pour justement valoriser encore plus et favoriser la visibilité de votre jeu de données. Et auquel cas, une fois que vous avez appliqué ces modifications, ces recommandations, eh bien, le curateur vous lit une dernière fois et hop, valide la publication. Et là, vous êtes sûr d'avoir un jeu de données qui est publié avec un gage de qualité conséquent. On avance, dernière partie de ce webinaire. Je passe rapidement dessus parce que c'est pas quelque chose non plus de très plaisant. C'est quand même les critères d'exclusion. Pourquoi il ne faudrait pas choisir tel ou tel entrepôt. Après, voilà, certaines obligations peuvent vous pousser vers des entrepôts qui pratiquent tel et tel usage. Mais dans l'idée, évitez de choisir un entrepôt qui, voilà, qui bon, n'offre pas de modération, certes, mais qui n'attribue pas d'identifiant pérenne, qui ne vous garantit pas la pérennité d'une infrastructure, enfin de son infrastructure justement, qui pratique une politique tarifaire excessive, etc., ou qui, voilà, qui peut restreindre, par exemple, par l'affiliation institutionnelle. Bon, des fois, vous n'avez pas le choix, mais parce que vous faites partie de l'institution, mais certains entrepôts n'acceptent voilà, que des membres de leur institution, alors qu'ils pourraient correspondre totalement. Bon, c'est un fait. Ces critères, on les retrouve très, très souvent dans les entrepôts qui sont recommandés par les éditeurs, parce que les éditeurs peuvent, c'est des éditeurs scientifiques mondiaux, type Elsevier, hein, peuvent parfois promouvoir des entrepôts privés ou commerciaux. Sachez que ils le font, mais dans l'idée, c'est interdit. Enfin, ça, ils n'ont pas vraiment le droit et vous n'êtes pas tenu de respecter ça, parce que vous encourez des risques majeurs sur l'accessibilité et la titularité de vos données. Donc, c'est quand même à éviter si possible, hein. Sachez que l'éditeur ne peut pas imposer une modalité spécifique, il va le faire, mais il n'a pas le droit, en fait. Et selon la loi pour une république numérique, donc de 2016, hein, le chercheur n'a aucune obligation à faire ce que l'éditeur lui dit. Donc, il ne peut pas, voilà, les éditeurs ne peuvent pas obtenir des droits de cession exclusifs sur les données de la recherche liées à une publication, hein. Voilà. En revanche, c'est là où la nuance est subtile en fait, c'est qu'un éditeur peut imposer la mise à disposition des données avant la publication de l'étude. Je m'explique. À des fins de relecture, à des fins de, voilà, d'intégrité scientifique, l'éditeur peut recommander, enfin, peut imposer aux chercheurs scientifiques de mettre en avant et de publier ces données, en fait, voilà, de les mettre, de les ouvrir, afin que d'autres scientifiques peuvent venir faire la relecture par les pairs, justement, de vos données, alors que l'étude n'a pas encore été validée. Ça, c'est totalement légal. C'est pour ça que pour quand même se prémunir de la fuite des données, certains entrepôts, type Recharge à Dago, ont mis en place ce qu'on appelle les URL privés. Donc, c'est des URL qu'on génère sur le jeu de données et que l'on communique. Le jeu de données n'est pas accessible, mais seulement au détenteur de l'adresse, en fait, tout simplement. Le DOI, si vous cliquez dessus, parce que le DOI est généré dès que vous déposez les données, le DOI, lui, ne sera pas actif. Donc, personne ne pourra accéder à vos données tant qu'elles ne sont pas publiées et jugées de qualité. Par contre, à des fins de relecture par les pairs, de peer reviewing, vous pouvez soumettre une URL privée à vos pairs, justement, et pour qu'ils puissent accéder aux données et vous donner leur avis.
Sachez voilà, qu'il y a de nombreux entrepôts, malheureusement des entrepôts commerciaux qui pratiquent, qui pratiquent un petit peu une politique tarifaire excessive. Dès qu'on dépasse un certain seuil de données déposées. Je vous sors par exemple un très connu, c'est Fixshare, qui est un dépôt de prime abord gratuit, mais si vous dépassez 5 gigas par fichier, en fait, mais ça devient payant. Voilà. Euh, Également pareil pour Mendeley, Mendeley qui est très connu, pareil gratuit. En dessous de 10 gigas, c'est au-delà de 10 gigas, c'est interdit. Bon, voilà, ça, c'est une partie, mais des fois, c'est les seuls entrepôts qu'on a, donc on les choisit. Mais dans l'idéal, souvenez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, évitez les entrepôts qui ont ces critères-là. Si vous avez des doutes, référez-vous à la note dont je vous ai parlé tout à l'heure, la note produite par le Collège des données de la recherche, donc qui propose une méthode d'identification qui vous détaille très bien tous ces entrepôts et comment choisir bien son entrepôt au travers de critères dits de confiance. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien ici, vous pourrez y accéder. Le support est déjà dans le chat et il sera également, mais il sera également sous cette vidéo quand ça sera sur YouTube. Et enfin, sachez que vous n'êtes pas tout seul et que vous pouvez être accompagné, hein. Donc, un chercheur qui va voilà, devoir choisir un entrepôt va dans un premier temps, eh bien, donc, dans le premier choix, vous pouvez vous tourner vers un entrepôt qui bénéficie d'un service de curation, excusez-moi. Donc, auquel cas, dès que le dépôt sera fait, hop, l'accompagnant sera notifié et donc le curateur, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, va revenir vers le chercheur pour lui dire, voilà, pour lui dire oui, vous avez choisi le bon entrepôt ou non, vous l'avez pas choisi le bon ou oui, mais il manque telle métadonnée. Voilà, c'est un service d'accompagnement. Sachez qu'il y a d'autres services d'accompagnement très, très souvent à plus à proximité de vous. C'est ce qu'on appelle soit les ADAC, donc administrateurs données, algorithmes et codes ou les correspondants référents données, ça existe dans les laboratoires et tutelles. Et donc, vous avez un membre, généralement un bibliothécaire de la donnée, ou un autre membre, un ingénieur, un projet, des fois, qui est là, qui en fait est référent données, et qui donc va être à même de vous accompagner à proximité, parce qu'il est au sein de votre labo, pour un accompagnement personnalisé. Et enfin, sachez qu'il existe une troisième alternative depuis peu. C'est si vous faites partie de l'université de Montpellier ou d'un de ses partenaires, c'est de vous tourner vers le guichet unique de l'atelier de la donnée Ecodor. Donc, l'atelier de la donnée Ecodor, c'est un ensemble de 11 partenaires réunis pour un accompagnement et des services mutualisés autour de la gestion des données de la recherche sur le périmètre de Montpellier. Et ainsi, si vous allez à cette adresse-là, vous tomberez sur un formulaire très simple qui, en quelques clics, vous permettra de bénéficier d'un accompagnement. Comme vous voyez, si vous avez besoin d'être accompagné sur les plans de gestion de données, sur des questions stockage, données sensibles RGPD, des besoins de formation ou dépôt de jeux de données également, ou faire une demande totalement annexe. Vous allez sur ce guichet et nous vous répondrons aussitôt. Les experts seront notifiés peu importe de quelle institution vous appartenez, si ça fait partie des partenaires vous serez redirigé vers l'interlocuteur adéquat. D'autres acteurs existent à l'Université de Montpellier. Si vous faites partie du périmètre de l'UM, voilà, sachez que nous-mêmes, derrière l'équipe d'accompagnement aux données, de l'équipe d'appui à la science ouverte, donc on fait partie du service des sciences communes de service commun de documentation, et donc on aide à la publication en open access, derrière l'adresse à l'assistance, à la gestion des données. Un autre service qui va être plus pour le calcul, stockage en mésocentre, etc., ça va être auprès de l'Institut de la science des données de Montpellier, donc isdm.umontpellier.fr. Pour tout ce qui va être données personnelles sensibles, contactez le délégué à la protection des données, donc le DPO, Data Protection Officer. Et également, pour tout ce qui va être réponse aux appels à projets, pilotage de la recherche, la DIPA, la DRED, et encore une fois, comme je vous ai expliqué, calcul, stockage massif de données, on se réfère, pour tout ce qui va être mésocentre, on se réfère à l'ISDM. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'ai été assez clair et concis. Voilà, pour toute question au sujet des publications en open access, ce sera à l'assistance. Pour tout le reste, ça sera données de recherche. C'était le dernier webinaire de l'année. Je vous remercie d'y avoir assisté et je vous dis à très bientôt dès la rentrée pour de nouveaux webinaires sur de nouvelles thématiques. Merci à vous. Merci. Si vous avez des questions, du coup, c'est maintenant. Alors.
Bon, s'il n'y a pas de questions, écoutez, on a fini un petit peu en avance, donc je vous libère. Et merci d'avoir assisté à ce webinaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon appétit.